était en amont de ce projet, donc qui remonte à maintenant 1 an, pourquoi le focus congolais? Et pourquoi pas les artistes africains en Belgique, ou même la triade ex-colonie belge, Congo, Rwanda ou Burundi? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, évidemment, la présence majoritaire et historique des Congolais en Belgique. On parle d'à peu près 60 000 Congolais sur 200 000 Africains, donc ça peut être un premier angle. Mais surtout, l'organisation d'une présence collective qui a à voir avec l'historicité coloniale et qui donne à voir un schéma assez particulier de présence et de sédentarité en Belgique. Donc je pense que tout le monde sait plus ou moins que la colonisation belge a mobilisé une logique ségrégative et séparatiste, que c'est cette logique-là qui fait que l'État colonial et postcolonial a mis à distance la venue et l'installation des Congolais en Belgique. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait appel à une main-d'œuvre coloniale quand le pays en avait besoin. Et c'est aussi pour ça que l'installation durable des Congolais et même leur intégration a jusqu'aujourd'hui du mal à être pensée en Belgique. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on a eu cette envie de ne pas mélanger les choses, de ne pas recourir à des catégories générales comme Afrique centrale, Afrique subsaharienne ou même Afrique tout court, comme c'est souvent le cas, dans le sens où on craint un brouillage un peu de cette particularité, de cette centralité congolaise, à la fois dans le champ des migrations, mais aussi du point de vue de l'autochtonie, c'est-à-dire dans cet imaginaire, et peut-être même aussi au niveau de l'identité belge. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle on a repris ce focus congolais. Par ailleurs, il y a aussi le fait que malgré 5 décennies de présence en Belgique, le fait qu'on a affaire à une communauté extrêmement dynamique, très intégrée dans les institutions, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de l'université. D'une manière générale, les pouvoirs publics mettent en avant le fait qu'on ne connaît pas les Congolais. Voilà. C'est très 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 prégnant, malgré des revendications associatives, malgré des travaux académiques. Le monde académique lui-même ne semble pas très intéressé par cette question de la diaspora ou la présence congolaise en Belgique. Donc il y a quand même des données qui sont récentes, qui donnent à voir une précarité très forte. Le fait notamment que c'est la population la plus touchée par le chômage, malgré un niveau d'éducation qui est aussi record dans le champ des migrations. Et donc voilà, c'est un peu ce décalage qui donne à voir une certaine racialisation des rapports sociaux, et surtout qui pose la question finalement, est-ce que cette méconnaissance durable des Congolais ou de la présence congolaise en Belgique n'a pas à voir avec cette même logique ségrégative de mise à distance de l'autre. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles on a voulu ne pas recourir à des catégories générales d'emblée. Alors évidemment, après on peut se demander, oui, mais alors pourquoi ne pas penser et les Congolais de la Belgique et ceux de la diaspora en général, ou même du Congo? Là, je dirais que c'est une question à laquelle qu'on a débattu, mais à laquelle on a assez vite répondu, dans ce sens où finalement ça devient un peu difficile d'avoir un discours sur la présence congolaise en Belgique, ou la diaspora, ou la migration, sans être en permanence ramené au Congo. Donc c'est comme s'il y avait un attrait durable vis-à-vis de cette ailleurs territoriale, et qu'on a voulu éviter, voilà, justement pour essayer de créer une balance entre cette expertise internationale qu'a ou qu'aurait la Belgique sur le Congo et cette impensée que représente la présence congolaise en Belgique. Donc voilà un peu pour une contextualisation brève. Je voudrais peut-être... Il se trouve que par un hasard des calendriers, c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès de Dieudonné Kabongo, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et outre son talent et son investissement très généreux dans le champ artistique, c'est aussi quelqu'un qui apparaissait pour beaucoup comme une figure intermédiaire entre les Congolais, les Belges, entre les Africains, les Européens. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Certains disent même que son départ a créé une rupture à l'échelle du champ de cette diaspora artistique, une rupture sur laquelle on reviendra probablement, en lien avec une tendance au paternalisme peut-être et l'autonomisation d'un champ à date contemporaine. Donc la forme de ce colloque est hybride, ça vous l'aurez remarqué. On commence dans un centre culturel, Jacques Franck, que je voudrais vraiment remercier pour son accueil et aussi pour sa plasticité, puisque voilà, on n'a pas forcément dans des standards habituels pour un centre culturel.
une équipe de chercheurs qui est pluridisciplinaire avec des spécialistes de littérature anglophone et des chercheurs en sciences sociales, Bénédicte Ledan de l'ULG, Sarah Gilsou de l'ULB, Fatima Zibou de l'Université de Liège, moi-même, Sarah Demar, Université de Liège, et Véronique Bragard de l'UCL. Et ce colloque s'est pensé en partenariat avec la Maison du Livre, où se déroulera le colloque de demain, donc la rue juste à côté, que je voudrais aussi vraiment très, très chaleureusement remercier pour son implication, sans qui on n'aurait jamais pu mener à bien ce projet aujourd'hui. Et alors, dans cette démarche postcoloniale, justement, de décentrement par rapport à un habitus peut-être colonial ou une idéologie qui serait présente dans la société si on en croit les données qu'on peut relever au milieu de la diaspora. On a aussi voulu passer par une expertise des artistes qui ont été intégrés au comité d'organisation, notamment Antoine Chitungu qui fera la conférence inaugurale, Monique Faubat et Jean Beaufanet qui continueront ensuite par une conférence qu'ils feront à deux. Au niveau des artistes, donc on a essayé de toucher un maximum de personnes qui nous semblaient les plus pertinentes, mais bon, ça n'est jamais exhaustif, le champ est extrêmement riche. Et puis on s'est aussi aperçu que finalement, c'était pas non plus si évident de savoir qui était de la diaspora. Il y a des dynamiques de retour importantes, ce qui ont lieu en ce moment. Parfois on ne savait pas si les gens étaient ici, s'ils étaient ailleurs. Parfois ils étaient ailleurs à ce moment-là, donc ils ne pouvaient pas être présents. Donc voilà, on essaiera de faire en sorte que tout le monde soit présent, ne serait-ce qu'au niveau du discours et des débats qui auront lieu. Mais voilà, il y a aussi ceux qui ont eu des soucis de santé et qui se sont excusés. Et permettez-moi de vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cet ambitieux colloque qui interrogera sous plusieurs angles les influences mutuelles entre les relations historiques belgo-congolaises, la construction des imaginaires postcoloniaux et le champ artistique. C'est tout à fait dans le cadre de mon domaine, donc je suis ravie d'être là. Mesdames et messieurs, ce colloque est le fruit d'une belle collaboration, Sarah Demar le rappelait tout à l'heure, entre l'ULB, l'ULG et l'UCL, avec le soutien actif de la Maison du Livre de Saint-Gilles. Et je souhaite avant tout saluer tout le travail de ces trois institutions, ainsi que leurs équipes, bien sûr, et tous les partenaires qui se sont associés à cette démarche. Le programme de ces deux journées est en effet particulièrement riche et il permettra d'aborder en profondeur, d'un point de vue original, la structuration de l'univers des artistes congolais ou belges d'origine congolaise. À voir la liste des artistes présents et des prestations proposées, je suis convaincue que vous pourrez aussi faire de belles découvertes. Certains de ces artistes sont déjà connus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et bénéficient de son soutien. Je pense notamment à Jean Beaufanet et Monique Mbeka Faubat, qui s'exprimeront sans doute dans les heures qui viennent, puisqu'il y a quelques petits changements de programme. Mesdames et messieurs, le soutien et la promotion de la diversité culturelle est devenu depuis plusieurs années un axe essentiel des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès 2005, au début de mon premier mandat comme ministre de la Culture, j'avais fait de cela une de mes priorités, d'ailleurs suite aux États généraux de la culture. Dans cette optique, la Fédération Wallonie-Bruxelles privilégie l'approche émancipatrice de la culture en tant qu'expression symbolique des populations. L'ambition est notamment d'améliorer le respect mutuel, la solidarité et l'esprit d'ouverture au sein de la population, mais aussi d'encourager une évolution de la culture enrichie des apports de chacune des composantes de la société. Enfin, il s'agit de défendre les rencontres, les croisements et la médiation entre les formes et les expressions artistiques contemporaines avec les aspirations culturelles des populations. En matière de soutien de la diversité culturelle, plusieurs mesures doivent être soulignées. Les conventions et les contrats-programmes conclus avec les opérateurs actifs dans le domaine de la création et de la diffusion culturelle prévoient systématiquement une mission générale de participation à la diversité culturelle. Cela veut dire que chaque opérateur a pour obligation de décliner cette mission en termes de projets et d'actions spécifiques. Des orientations particulières pour rencontrer ces enjeux nouveaux portés par les minorités, ou plus précisément certaines sensibilités artistiques issues de ces minorités, ont également été initiées. Les arts urbains en sont un bon exemple. Diabolisés, parfois exclus des scènes officielles, niés dans leur force créatrice, leur originalité, leurs propos, les arts urbains étaient relégués aux oubliettes des grands centres urbains, là où la crise, le déracinement ont fragilisé des familles depuis une ou plusieurs générations.
J'ai tenu à reconnaître ces jeunes dans leur statut d'artiste, dans leurs divers modes d'expression. Et je vous en cite quelques exemples. J'ai créé dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles un article budgétaire spécifique consacré aux arts urbains. C'est en soi déjà tout un symbole et de plus l'assurance de la pérennité de ce soutien. Impossible pour un de mes successeurs, par exemple, de rayer à l'avenir d'un trait de plume le financement alloué à ces artistes de talent et cette ouverture vers les cultures des jeunes des milieux urbains. J'ai subventionné et aussi conventionné des collectifs d'artistes issus du milieu rap. Au niveau de l'écriture littéraire, j'ai créé et lancé avec le concours de l'ASBL Les Arts Urbains, que vous connaissez tous sans doute, un prix annuel de la communauté française pour le slam, le rap et le spoken word. Et c'est d'ailleurs un prix qui est remis en même temps que les prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est aussi tout un symbole. J'ai soutenu des ateliers de formation et d'expression créative menés par des artistes du hip-hop, notamment pour qu'un public plus large de jeunes acquièrent des outils d'expression qui leur parlent. Ces ateliers sont fréquemment organisés par des centres culturels. Mesdames et messieurs, l'approche de la diversité culturelle développée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne constitue pas, ou ne consiste en aucune manière à déroger aux règles communes ou à privilégier la reconnaissance de certains groupes ethniques. Je tiens à insister sur ce point. Il n'y a ni quota, ni règles taillées sur mesure pour rencontrer les revendications de tel ou tel groupe communautaire. Les politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles encouragent le pluralisme dans la culture sans verser dans la stigmatisation ou la communautarisation de certains groupes, que ce soit au niveau de la création, de la diffusion et des publics. Par ailleurs, complémentairement à ces politiques, je veux insister sur la nécessité de garantir l'accès et la participation de tous les publics à la culture. Il est essentiel que chacun, et en particulier nos jeunes, disposent d'un capital culturel suffisant pour décrypter le monde ou d'outils pour exprimer leur créativité et leur sensibilité. Dans cette perspective, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place de nombreux dispositifs, qu'il s'agisse de favoriser l'accessibilité financière de la culture, les pratiques pédagogiques, la médiation culturelle ou encore les liens entre culture et enseignement. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, les efforts à produire restent nombreux, bien évidemment. Parmi les pistes qui devraient être creusées figure notamment la nécessité de davantage ancrer les institutions culturelles dans leur quartier d'accueil, de développer des démarches de médiation spécifiques aux relations interculturelles, en articulation avec le monde associatif issu de l'immigration. Plus que jamais, les passerelles et les transversalités culture-enseignement doivent aussi retenir notre attention. Mesdames et messieurs, en quelques mots, je viens de vous dresser les grandes lignes de la politique menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour favoriser la diversité culturelle et l'expression de tous les publics. Le cadre et les cadres mis en place commencent à produire des résultats très intéressants. Ces dernières années, de nombreux artistes extrêmement talentueux issus de la diversité ont en effet émergé. Ils viennent notamment d'Afrique subsaharienne et spécifiquement du Congo. Certains sont d'ailleurs dans cette salle. Leur œuvre constitue bien évidemment un apport extraordinaire à notre paysage culturel pour les communautés dont ils proviennent, mais aussi pour notre société dans son ensemble. Il reste simplement à vous souhaiter bien sûr 2 excellentes journées de travail, de réflexion, au cours desquelles vous pourrez creuser encore ces enjeux dans toute leur complexité, mais aussi pour profiter des belles prestations programmées. Je voudrais encore remercier les organisateurs de ce colloque et les 3 universités ainsi que leurs partenaires, et remercier aussi l'équipe du Centre culturel Jacques Franck de leur accueil chaleureux. Merci. De la flatteuse réputation de spécialiste du Congo. En toute logique, elle aurait pu être la vitrine des arts et des lettres congolais, les lieux de visibilité par excellence des créations culturelles congolaises émanant du Congo ou de sa diaspora. Le diagnostic a été maintes fois posé. On est loin de ce rêve-là. Pendant un demi-siècle, donc si je prends 1960 comme référence, la Belgique n'aura accordé qu'une place marginale
aux arts contemporains et aux créations littéraires congolaises. Ça n'engage que moi, évidemment. Il en résulte un manque de visibilité que d'aucuns s'efforcent de pallier tant bien que mal. Certes, des efforts furent conjugués au sein des institutions publiques, notamment, mais la marginalité demeure un fait. Je connais, il n'est pas besoin de revenir sur tous les combats qui ont été menés et qui sont apportés au crédit du monde associatif, avec quelques victoires mémorables à la clé. Parmi ces victoires engrangées à l'issue d'un long processus aux allures d'épopée, l'accrochage de la toile de Chéri Samba sur la façade d'un établissement commercial sur la chaussée d'Ixelles, une première dans l'espace public belge. En quelque sorte, l'exception qui confirme la règle. Plus généralement domine la réticence, la folklorisation, la marginalisation, l'incompréhension, voire le rejet, ou à contrario, des adoubements aux motivations idéologiques quelque peu douteuses. Si je prends l'exemple de l'écrivain congolais de la diaspora, donc de Belgique, il s'est retrouvé confronté à des préjugés massifs, au déni de sa voix, heurtant des fronts les assertions des disciplines coloniales et des représentations qui le confinent à l'oralité et à son arrière-plan primitif. Ni la communauté d'une langue, le français, ni la référence à un passé commun ne lui ont épargné le parcours du combattant. Dans les arts de la scène, les portes sont restées obstinément closes pour certains comédiens, pourtant formés dans les institutions et les filières belges. Beaucoup ont carrément renoncé, embrassant des métiers fort éloignés de leur formation, bousillant souvent une expérience professionnelle qui eût été d'un apport précieux dans les champs de la création théâtrale en Belgique. Pour autant, il serait scabreux de faire table rase de quelques faits et événements notoires qui s'offrent comme de balises. Toutefois, l'accueil de certains textes, je pense à Un fou noir au pays du Blanc, au pays des Blancs, ou Mathématiques congolaises, ne pourrait masquer le questionnement plus fondamental de l'intellection des contenus, de leurs codes et de leurs enjeux, à la fois esthétiques, idéologiques et philosophiques. Une phrase de Fanon mériterait d'être rappelée, lui qui disait « J'ai constamment essayé de révéler au noir qu'en un sens, il s'anormalise, au blanc qu'il est à la fois mystificateur et mystifié. » Donc, la relation que le Congo a avec la Belgique, c'est que dans cette relation, il y a quelque chose de nocif, c'est que le discours d'antan, ce Congo inventé par le Belge, nourri par la bibliothèque coloniale, dont l'ensemble des écrits des missionnaires, des coloniaux, des administrateurs, qui est là, a inventé un Congo qui a fini par figer le Congolais dans une essence bien précise. Et donc le colonisateur, non seulement il a pu manipuler les Congolais, il a pu forger leur mentalité, il est dans la position du mystificateur mystifié. Donc il a la prétention de détenir une vérité imparable. Donc quand je parlais de cette expertise de la Belgique, il en est question aujourd'hui. On parle, c'est une bonne nouvelle, du plan Marshall au Congo, et on dit ça se fera grâce à l'expertise belge. Ah ben, les Congolais ont dit merci, ils n'ont même pas réfléchi quelles étaient les limites, ils n'ont pas posé la question quelles pouvaient être les limites de cette expertise. Donc de cet héritage découle un certain nombre de facteurs de la mésintelligence des productions culturelles et artistiques. La Belgique n'est pas vraiment le lieu par excellence de notre visibilité, de l'intellection, de la compréhension des œuvres culturelles
émanant du Congo. La notion même des cultures congolaises, elle est ambiguë en Belgique. Il y en a qui vous parlent des cultures congolaises, ils pensent à ce qu'ils voient à Tervuren. La culture congolaise s'arrête là. Tandis que tout ce qui est moderne, c'est un peu des scories, alors que nous, on a déjà fait la synthèse de tout ça, des langues, des références. Et la littérature, les arts sont là pour en témoigner, qu'il s'agisse des arts populaires, auxquels M. Zana s'intéresse, moi aussi, le cinéma et tous les autres arts. Voilà un peu la réflexion très résumée que je voulais vous proposer ce jour, c'est de remonter en amont de la relation, de sa nocivité, pour tenter de comprendre pourquoi les choses restent figées. En fait, pour commencer, j'aimerais faire un parallèle entre un discours qui a été prononcé par Toni Morrison lors de la réception de son prix Nobel de littérature et ce que je ressens souvent de la situation artistique des Congolais en Belgique. Elle a parlé de l'invisibilité. Elle a parlé du fait que la communauté afro-américaine avait été longtemps niée et que si elle avait pu se sortir de cette invisibilité, c'était malgré tous les empêchements, malgré toutes les murs, malgré toutes les barrières qui étaient mises. À l'heure d'aujourd'hui où nous parlons, on peut dire que les Afro-Américains sont parfois même surreprésentés, je pense à un domaine comme la musique, et qui sont en tout cas très visibles dans le cinéma. Il y a Spike Lee, il y a de grands acteurs, etc. Ça a été une longue bagarre, ça a été un long chemin semé d'embûches. Et très souvent, je me dis qu'il est pratiquement assez normal que, étant donné la lutte qu'ont dû mener ces descendants d'esclaves pour être visibles, il est assez normal que les descendants des colonisés, jusqu'au bout, soient empêchés de s'exprimer. S'ils veulent la parole, ils doivent lutter pour cela. Dans la relation ambiguë, capricieuse, emplie de sous-entendus et de non-dits qui lie les Belges et les Congolais depuis maintenant presque 200 ans, les arts sont à la fois un lieu d'incompatibilité comme d'union. Scandale géologique, l'ex-colonie a cependant toujours stupéfié par le foisonnement culturel indiscutable qui s'y observait au niveau des chants, au niveau des danses, au niveau des vêtures, des coutumes. Tant d'observateurs belges en sont devenus des connaisseurs aussi bien passionnés qu'éblouis. Tant y ont souvent consacré une production livresque et même filmique pour parler de mon domaine. Le problème n'est donc pas le manque d'intérêt ni de prise en compte d'une richesse. Le problème en est leur révélation dans le champ artistique contemporain. C'est bien là où le bas blesse, car en étant ici du Congo, les artistes congolais sont immédiatement passés au filtre, invisible lui aussi, de cette histoire coloniale devenue postcoloniale, et jugés suivant une grille dont ils ont un mal énorme à se débarrasser. Mon exemple, vous êtes cinéaste, vous avez un projet. La première question est, est-ce un projet humanitaire? Quand on dit projet humanitaire, ça sous-entend projet parlant d'un pays en problème, en mauvaise gestion du fait de ses nationaux, et tout de suite est quelque part couper la relation avec l'histoire coloniale. Si ça va mal, c'est bien à cause des problèmes provoqués par vous-même et quelque part consubstantiels à vous-même. Si un autre type de projet se démarquant de cette, de cette vision est proposé, c'est extrêmement compliqué. Or, moi, en tant que cinéaste, ce qui me passionne, ce qui m'interpelle, c'est qu'entre Belges et Congolais, un couple historiquement formé dans la douleur, dans la prédation, dans l'incompréhension, dans la violence, mais quelque part dans une certaine permanence, il y a une richesse.
Il y a une richesse que je subodore dans tant de Belges rencontrés, dans un passé, dans un héritage familial, dans une sorte d'imaginaire, dans une sorte d'héritage au niveau des termes, au niveau des noms de rues. Il y a quelque chose qui est là et qui, créativement, m'interpelle, mais qu'il est extrêmement difficile de mettre au jour parce qu'on est toujours coincé dans le fait que parler du Congo, c'est parler de l'humanitaire, c'est parler de l'économique et c'est parler de choses quelque part tellement entendues qu'elles en deviennent convenues. J'ai un projet de film que je suis en train de finaliser qui est tout à fait en connexion avec ce dont je viens de vous parler. Cela parle d'une histoire d'amour entre une religieuse et un jardinier congolais à l'époque coloniale. En fait, il y en a eu des tas. Et c'est vrai que, m'adressant à des guichets de financement, je suis vraiment tombée sur des personnes qui m'ont dit « mais c'est impossible ». J'ai dit « ce n'est pas impossible ». Puisque ça a existé, puisqu'il y a des témoignages, puisqu'il y a plein de traces visibles. Sauf que personne ne s'y intéresse, parce que le biais par lequel on considère le Congo, quelque part, c'est toujours des biais, toujours les mêmes, quoi. Ce sera toujours combien de films il y a sur les enfants de rue du Congo. Je pense que c'est les 3/4 de la production d'images sur le Congo. C'est hallucinant. Ça fait partie d'un système. Mais je crois qu'il faut vraiment réussir un jour à dénoncer ça et en s'en débarrasser pour que les jeunes générations puissent s'épanouir plus librement. Je vous remercie. On est au Congo là. On parlait de malentendu, le titre de notre conférence, c'est le malentendu, le clair-obscur, le malentendu. Je parlais plutôt d'invisibilité et de malentendu. Parce que le Congo est partout. Le Congo est partout en Belgique. La Belgique est quelque part le porte-parole du Congo dans les institutions internationales. Quand on cherche des experts sur le Congo, c'est à des Belges qu'on s'adresse, c'est à des Belges qu'on s'adresse. Donc le Congo est partout, l'histoire de la Belgique est trempée par le Congo. Mais en fait, voilà, nous sommes 50 ans après les indépendances. Nous avons fêté ça ici en Belgique avec grande pompe il y a 3 ans. Il y a eu beaucoup des montants énormes qui ont été soulevés, mais quelque part, moi je m'étais dit, tiens, après 50 ans, il y a peut-être une réelle écriture de l'histoire du Congo, une réécriture de l'histoire du Congo, parce qu'il faut réécrire l'histoire du Congo. Et il ne s'est rien passé. Pour ma part, il ne s'est rien passé, j'ai rien perçu de nouveau, j'ai toujours perçu les mêmes discours. Et pourtant, ce Congo est là. Mais voilà, on est à une autre époque et je crois que franchement il faut réécrire l'histoire. Alors il faut sortir de la Belgique pour les artistes congolais qui sont ici. Ils sont visibles, il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Moi je trouve qu'il y en a très peu dans tous les domaines, dans la littérature, de par le poids justement de ce Congo face à la Belgique. Normalement, on devrait avoir beaucoup plus d'artistes, d'écrivains, des plasticiens, des comédiens, mais on en a peu. On en a quelques-uns, quelques figures connues. Mais c'est toujours les mêmes quelque part. C'est toujours les mêmes. Ceux qui viennent du Congo ne peuvent pas venir ici. Il y a des problèmes de visa. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc on ne peut pas parler de lien. Donc cette histoire du Congo est écrite par d'autres. Et pour ma part, moi j'ai arrêté ça. Et pour éditer, comme je disais à Monique hier, je dis mais éditer, jamais je pourrais éditer en Belgique, je saute les frontières, je vais voir ailleurs, mais en français je vais faire ça en France, je ne ferai jamais ça ici, mais jamais. Jamais, au grand jamais. Et donc il faut sortir des frontières pour pouvoir écrire cette Afrique et écrire ce Congo. Et le titre de The Invention of Africa de Moudimbe est tombé à propos. Parce que voilà, il a dû partir, il a dû sortir du continent européen pour pouvoir être visible. Et actuellement, le poids du Congo ici, on parle des arts, on parle de la culture, mais on peut parler aussi de l'enseignement. Aux États-Unis, on a 1000 professeurs congolais. Aux États-Unis. Ici, je ne sais pas combien il y en a. Donc voilà, ça c'est le poids, ça c'est le... Mais je peux juste interrompre en te disant que Clémentine Faye-Nzouji, qui était à l'UCL, a fait une intervention, je ne sais plus qui l'avait interviewée,
je crois que c'est Fatoumata Sidibé, oui, pour Amina, où elle disait qu'elle avait passé toute une carrière d'une trentaine d'années où elle était la seule. Elle était la seule congolaise et qu'à la fin, ça lui posait même psychologiquement un problème. Et maintenant, voilà, elle est retraitée, elle dit j'attends de voir qui viendra de nouveau dans cette université. Voilà, mais on en est là, donc ça dit qu'on doit passer à une vitesse supérieure. Les artistes qui sont ici doivent passer à une vitesse supérieure. Moi, je me qualifie toujours d'écrivain belge parce que pour m'imposer, en fait, parce que quand vous dites que je suis belge, mais vous êtes de quelle origine? Donc voilà, donc je m'impose en tant que belge, mais je leur dis bien que je suis d'origine et de rationalité congolaise. Donc c'est pour remettre un peu cette histoire du Congo, la remettre à plat et pouvoir l'écrire, que nous puissions l'écrire, que nous puissions en discuter, que nous puissions en débattre. Et pour justement pour avoir une plus grande visibilité, s'il faut sortir des frontières de la Belgique pour pouvoir mieux revenir par la fenêtre, on va le faire. Et voilà, parce que voilà, nous sommes à un autre siècle, on est au XXIe siècle, et pour moi, tout ce qui est du XXe siècle, pour moi, c'est obsolète, c'est terminé. Donc, il faut essayer d'avancer parce que, voilà, on n'est pas visible, et cette histoire du Congo, qui est telle qu'elle est décrite, à laquelle les Belges se targuent d'être les experts, cette histoire doit être réécrite complètement. Et elle doit l'être avec les Congolais. On peut l'écrire ensemble. Dernièrement, on a eu un livre fameux qui a fait polémique en Belgique et ailleurs. Et quand on parle du Congo, je parle du livre de David Van Reybrouck, Congo and Geschiedenis. C'est bien Congo, une histoire, c'est pas l'histoire du Congo. Et cet homme, il est archéologue, il n'est pas historien. Donc il y a des erreurs dedans, tout le monde sait qu'il y a des erreurs dedans. Il y a eu des reproches au sujet de ces erreurs-là, mais lui, il est capable quelque part de discuter. Il est capable de discuter de ces erreurs, parce que ces erreurs, on en discute ensemble. Lui, il est archéologue, hein, quand il ramasse une épingle, c'est l'épingle telle qu'il a vue, et puis ça s'arrête là. Donc lui, il a ramassé du matériel, qu'il a réécrit, qu'il a publié, tout simplement. Mais il discute. Et c'est peut-être une autre génération. Alors là, quelque part, je m'adresse à cette nouvelle génération qui est là. L'ancienne génération, c'est toujours un peu difficile. Quand je parle de l'ancienne génération, c'est des gens de mon âge. Hein. La jeune génération, c'est 30, 40 ans. Donc voilà, moi je crois que voilà, cette jeune génération doit un peu dialoguer avec le Congolais justement pour pouvoir écrire cette histoire ensemble. Et je crois qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, les jeunes Congolais sont prêts aussi. Mais ils sont beaucoup plus déterminés que nous l'étions. Et nous, même si on a essayé d'être ados, ça dit que notre génération, donc moi je vais avoir 60 ans bientôt, on a essayé de dialoguer, on a essayé d'établir un dialogue. Mais il y a des jeunes loups là, comme il y a des jeunes ici que je vois ici, des bienvenus, des Nasser Mwanza qui sont dans la salle, ça c'est une autre génération. Et je préviens quelque part à la Belgique que ces gens-là sont beaucoup plus mordants que nous l'étions. Ils se sont appropriés une langue, ils se sont appropriés des principes, ils sont sortis de l'académisme, et ils sont en train de tracer leur propre route. Moi, je veux leur rendre hommage, je sais que quelque part, cette génération qui est ici, dans ce pays, avec eux, je crois qu'il y aura moyen de travailler. Mais l'ancienne génération, pour moi, c'est terminé. Je vais terminer par une petite anecdote. Quand on a fêté les 50 ans, les cinquantenaires des indépendances, j'ai participé à peu de projets avec les Beaux-Arts, avec Renaissance Africa. J'ai travaillé avec les Beaux-Arts. On m'avait appelé, on m'avait sollicité pour écrire la voix off sur un dessin animé. Enfin, c'était un mélange de dessin animé et d'éléments documentaires, de films. Et normalement, je devais écrire la voix off et je devais écrire le monologue de Lumumba. Excusez du peu. Donc on m'envoie, voilà, vous allez écrire Lumumba qui va parler. Bon, voilà, faites-nous un... Je leur envoie une page. Après quelques jours, on me dit, écoutez, ça ne va pas. Je dis, ok. Et puis quelques semaines après, je passe sur Télé Bruxelles pour parler justement de cet événement. Et il y avait le jeune rappeur Picho qui est de l'autre côté de la table ronde là. Et on passe justement le dessin animé en question. Picho, il regarde le jeune Picho, il regarde le film. Il dit, mais
qui devait faire la voix off. On m'avait appelé pour faire la voix off, et là c'était un Belge, on entendait que le Lumumba avait l'accent belge. C'était assez étrange. Et la voix, les dialogues, enfin les monologues de Lumumba étaient écrits par M. Levan quelque chose. Donc voilà, on a évacué complètement le Congo, donc il est très important de réécrire cette histoire justement pour avoir une plus grande visibilité. Et quelque part, s'il faut sortir de la Belgique pour revenir par la fenêtre de la Belgique, il faudra le faire. Merci. Merci beaucoup pour Sarah Desmarthes, vous êtes dans l'organisation de ce colloque. Vous pouvez rappeler le nom du colloque et pourquoi l'avoir organisé? C'est un colloque dont l'organisation remonte à un peu plus d'1 an maintenant et qui s'intitule Art et diaspora congolaise en Belgique, imaginaire et relations postcoloniales. C'est une co-organisation entre une équipe de chercheuses donc de l'UCL, de l'ULG, de l'ULB, des sociologues, politologues et des littéraires, en collaboration avec la Maison du Livre Saint-Gilles, et dont l'objectif est de questionner l'histoire des rapports belgo-congolais à partir de l'espace artistique de la diaspora en Belgique. Concrètement, dans l'organisation, quels sont les arts que vous pensez être représentatifs dans les communications ou dans les prestations? On a essayé de toucher la diaspora dans toute sa globalité, sa complexité, donc que ce soit en termes générationnels ou en termes de présence des hommes et des femmes. Et au niveau des arts, il y aura des littéraires, des musiciens, des danseurs, les danses urbaines, les danses contemporaines, qu'oblige cinéastes également, différents types de musique aussi. Donc on a essayé d'être le plus large possible. Et l'objectif final du colloque que vous espérez atteindre? C'est d'une part ouvrir un dialogue sur des sujets qui ne sont pas forcément abordés, notamment la question de la postcolonialité de la Belgique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est rendre visible la richesse artistique de la diaspora, mais aussi sa réflexivité, sa capacité à mettre en mots ou en images ou en son cette question postcoloniale. Et c'est aussi ouvrir un dialogue entre les artistes et le monde institutionnel qui s'occupe de la création et de la promotion des artistes. Donc voilà, il nous semble qu'au regard de l'histoire de la diaspora congolaise en Belgique et du champ artistique, il y a quand même une historicité qui travaille les institutions, les imaginaires, les identités et qui nécessite d'être mise en débat. Et vous pensez que cela pourrait avoir un impact sur le politique? Parce que dans les échanges ici, j'ai vu que du côté politique, il y avait quand même quelques critiques. Oui. C'est toujours la difficulté, c'est toujours la difficulté de retenir l'attention du politique en dehors d'un agenda électoral. Donc là, en l'occurrence, le ministère de la Culture a d'emblée accepté d'apporter son soutien. Madame la ministre était là ce matin, Fadila Lanan. Donc il y aura une série de recommandations qui feront suite à ce colloque. Après, on n'a pas tellement de pouvoir sur l'agenda politique. Ok, merci. Merci à vous. C'est Cheikh Fita du journal en ligne, Info en ligne des Congolais de Belgique. Madame la ministre, vous venez d'inaugurer la conférence Art congolais et diaspora congolaise ici à Bruxelles. Quelle importance vous accordez à cette manifestation? Je pense qu'il est important effectivement de réfléchir sur la place de l'art dans la communauté congolaise, comme d'ailleurs dans le cadre de l'ensemble des communautés qui sont présentes sur le territoire en Belgique. On a évidemment au niveau de mon gouvernement une attention très précise sur la diversité culturelle, sur l'ouverture à toutes les cultures qui existent sur notre territoire et d'essayer vraiment de les valoriser, de les promouvoir. Et donc à travers ce colloque, je pense qu'il est important de réfléchir sur la place des artistes congolais en Belgique, de voir comment est-ce qu'on peut encore renforcer leur position, les aider à réaliser leurs projets, parce que finalement leur culture, leur art contribue à développer la culture belge, puisque la culture belge c'est vraiment une addition des cultures de toutes les citoyennetés présentes sur ce territoire. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce colloque? J'espère qu'on pourra avoir des recommandations qui seront réalisées à l'occasion de discussions et de la présentation par une série de personnalités importantes de la communauté congolaise qui vont venir avec une parole, exprimer un point de vue et sans doute avec des revendications. Et donc je suis persuadée que les organisateurs de ce colloque vont m'envoyer un certain nombre de pistes
de travail pour l'avenir, avec des perspectives sans doute pour essayer d'améliorer le sort des artistes congolais en Belgique. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.